Nauru est une petite île du Pacifique central. Avec seulement 21 km² et environ 10 000 habitants, c'est la plus petite république indépendante du monde. Pendant des siècles, elle a été peuplée par des peuples micronésiens et polynésiens qui vivaient côte à côte, tant sur terre que sur mer. Cette stabilité a changé avec l'arrivée de puissances étrangères. D'abord colonisée par l'Allemagne en 1888, elle est ensuite passée aux mains de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Le Japon l'a occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1968, Nauru a accédé à l'indépendance et a commencé à s'auto-gouverner. Le territoire est presque plat, avec une étroite bande côtière et un plateau central. L'exploitation du phosphate a transformé l'ensemble du paysage. L'exploitation minière a dévasté l'intérieur des terres, dégradé les sols et réduit la faune. Les décisions économiques ont accéléré cette dégradation. Aujourd'hui, l'île est confrontée à des limitations physiques et sociales difficiles à inverser. Presque dépourvue d'eau douce, de terres arables et de ressources durables, Nauru illustre parfaitement la façon dont un pays peut se transformer en quelques décennies seulement. Qu'est-il vraiment arrivé à l'île qui abritait autrefois un millionnaire et qui a presque disparu? Bienvenue à Mundar. Aujourd'hui, je vous montre tout. C'est parti. L'intérieur ravagé par le phosphate Nauru est une île dont le centre ressemble à une autre planète. On n'y trouve ni maison, ni arbres, ni terre fertile. Seulement des tours de calcaire, des creux profonds et un sol sec. Ce paysage étrange est le résultat d'années d'exploitation minière incontrôlée. La plupart des activités humaines se concentraient sur l'extraction du phosphate, une substance très riche trouvée sous la surface. Au fil des décennies, ce qui était autrefois une plaine verdoyante est devenu une zone morte. Tout a commencé avec des mines à ciel ouvert. Les excavateurs ont enlevé couche après couche de terre jusqu'à ce que les gisements soient exposés. Le matériau extrait était transporté par chemin de fer à voie étroite jusqu'à la côte, où il était chargé sur des navires. La destruction a été telle qu'il a subsisté un terrain sec et fissuré, avec des formations rocheuses atteignant jusqu'à 10 mètres de haut. Lorsqu'il pleut, l'eau s'accumule entre les rochers, mais disparaît rapidement car le sol est poreux. Le calcaire ne retient pas l'eau et tout s'infiltre. Nauru s'est donc retrouvé sans aucune source naturelle d'eau douce. Le paysage de cette région est si étrange qu'il ressemble à un modèle lunaire, sans aucune trace de vie. Plusieurs experts ont étudié la formation de cette île. Ils ont découvert que Nauru était un atoll corallien. D'abord submergé, il s'est ensuite élevé, érodé, puis a de nouveau coulé, avant de réémerger. Au cours de ces étapes, des couches de phosphate se sont formées. Ces composés riches se sont accumulés dans des creux, où s'infiltraient également débris et sédiments marins. Pendant des milliers d'années, les oiseaux marins ont niché dans les creux du calcaire. Ils y ont laissé des tonnes d'excréments qui, au fil du temps, se sont transformés en phosphate de haute qualité. Ce matériau a fait la richesse de Nauru pendant un temps, mais son extraction a laissé des cicatrices irréparables. Lorsque la ressource a été épuisée, la majeure partie de l'intérieur est devenue inutilisable. Il était impossible de construire, de cultiver ou d'élever des animaux. L'exploitation minière a laissé un piège sans issue. Les collines calcaires qui subsistent sont si acérées que même marcher dessus est impossible sans risque. Certains blocs ressemblent à des lames, d'autres à des aiguilles. C'est un labyrinthe inutile. Les changements ne se sont pas limités à la surface. L'écosystème marin a également été touché. La poussière et les déchets de phosphate ont atteint la mer et endommagé le récif corallien entourant l'île. Les espèces marines ont diminué de près de moitié. La vie sur cette île autrefois équilibrée a été complètement détruite. Au centre de Nauru, il ne reste qu'une seule zone humide, la lagune de Buada. Elle se trouve dans une dépression naturelle jamais exploitée. Un peu de végétation pousse autour, mais cela ne suffit pas à réparer les dégâts ailleurs. La différence entre cet endroit et la zone minière est frappante. À quelques mètres de là, on passe du vert au désert.
Le contraste est également perceptible du ciel. Vue d'en haut, l'île ressemble à un anneau, une bande côtière bordée d'arbres et de maisons, et un cœur gris percé de trous. Ce centre, où vivaient autrefois les animaux et où poussaient les plantes, est aujourd'hui une terre inexploitable. Les tentatives de reconquête des terres ont échoué. La terre manquante est irréparable. Il faudrait combler des millions de trous, niveler les pinacles et restaurer un sol fertile, un coût exorbitant pour le pays. Des années d'exploitation minière rapide et intense ont détruit un patrimoine irréparable. Bien que des projets de transformation de la zone en réserve ou en parc de recherche aient été envisagés, aucun n'a abouti. Les conditions sont si extrêmes que même l'installation de panneaux solaires est difficile. La chaleur, le manque d'ombre et les rochers acérés compliquent tout projet. Voilà à quoi ressemblait l'intérieur de Nauru. Pas d'eau, pas d'arbres, pas de vie. Seules des pierres blanches scintillaient au soleil et nous rappelaient que l'enrichissement rapide avait un prix. L'île la plus étrange du monde abrite en son centre un paysage unique au monde. Vêtements, coutumes et évolution au fil du temps. À Nauru, la façon de s'habiller est étroitement liée au climat et aux cultures qui s'y sont succédées. Il fait chaud toute l'année, donc presque tout le monde porte des vêtements frais et pratiques. T-shirts légers, shorts, robes amples et vêtements confortables sont les articles les plus courants du quotidien. Les tenues traditionnelles ne sont pas toujours portées, mais certaines sont présentes lors de festivals ou d'événements religieux. Autrefois, lorsque l'île était moins connectée au monde extérieur, on utilisait des matériaux trouvés sur place. Les femmes tissaient des jupes à partir de feuilles de pandanus ou d'hibiscus. Les hommes portaient des pagnes ou des sarangs. Tout était fait à la main, sans l'aide de machines. La situation a changé avec l'arrivée des Européens, puis avec l'influence australienne et asiatique. Aujourd'hui, la plupart des gens achètent des vêtements importés d'Australie, des Fidji, des Philippines ou de Chine. Les magasins proposent les essentiels, t-shirts, chemises, pantalons, robes et vêtements de sport. Les uniformes scolaires sont également préconfectionnés. Lors des occasions formelles, les femmes portent souvent de longues robes fleuries aux couleurs vives, semblables à celles des autres îles du Pacifique. Elles sont parfois accompagnées de colliers de fleurs ou de couronnes tressées. Les hommes portent des chemises à manches courtes, parfois à motifs tropicaux, et des pantalons légers. À la messe, chacun s'habille avec plus de soin. Les femmes se couvrent les épaules et les hommes évitent les tenues de plage. Pour les mariages, les funérailles ou les événements officiels, on observe des tenues plus élaborées. Il n'existe pas d'uniforme à proprement parler, mais une idée commune prévaut. Des vêtements bien ajustés, sans décolleté ni transparence, et des couleurs assorties à l'événement. Lors de ces occasions, il est courant que les familles coordonnent leurs tenues. Certaines achètent des vêtements en Australie ou font confectionner des vêtements spéciaux. L'important est de montrer du respect par sa tenue. Autrefois, les filles apprenaient de leur mère à fabriquer des colliers, des jupes ou des ornements avec des feuilles séchées. Cette coutume n'est plus courante, bien qu'il existe encore des ateliers qui enseignent le tissage avec ces matériaux. Les femmes plus âgées sont celles qui conservent le mieux ce savoir-faire. Certaines participent à des foires ou à des événements culturels où elles mettent en valeur leur savoir-faire. Mais ce n'est plus un phénomène courant. À la plage ou à la maison, presque tout le monde porte des sandales, des maillots de bain et des t-shirts amples. Il n'y a pas de règles strictes. L'ambiance est détendue. Mais si l'on va à l'école, au centre de santé ou à un événement public, on s'attend à ce qu'on soit bien habillé. Il règne un mélange de confort et de respect. Être torse nu ou non dans l'espace public est mal vu. Il n'y a ni amende ni pénalité, mais les coutumes ont leur importance. Au fil du temps, les vêtements ont également commencé à marquer certaines différences entre les classes sociales. Les familles aisées ont tendance à acheter plus souvent du neuf. Les plus démunis réutilisent leurs vêtements ou acceptent des dons. Parfois, des conteneurs de vêtements usagés arrivent d'Australie
ou de Nouvelle-Zélande. Ils sont distribués dans les églises ou via des programmes sociaux. On parle peu de ce sujet, mais pour de nombreuses familles, c'est une aide précieuse. À Nauru, les vêtements ne sont pas fabriqués et il n'y a pas de marque propre. Tout vient de l'étranger. De ce fait, les vêtements peuvent être chers et le choix est limité. Pourtant, il remplit sa fonction. Il protège du soleil, permet une liberté de mouvement et s'adapte à toutes les occasions. À l'école, chacun a son propre uniforme. Il s'agit généralement de chemises claires avec des pantalons ou des jupes jusqu'aux genoux. Le port de chaussures fermées est obligatoire. C'est l'une des rares règles vestimentaires strictes de l'île. Contrairement à d'autres endroits, à Nauru, on est moins obligé de suivre les tendances. La marque ou la saison des vêtements importent moins. Ce qui compte, c'est qu'ils vous vont. Les vêtements ne reflètent pas autant votre statut économique. Ce n'est qu'aux moments importants qu'on remarque si quelqu'un y met plus d'attention. Au-delà de cela, le plus important est d'être cool, à l'aise et propre. Force et passion sur une petite île. Le football australien est le sport le plus populaire à Nauru. Près d'un tiers de la population participe à des ligues locales, avec 6 équipes majeures et 5 équipes réserves. Elles évoluent toutes au Linkbelt Oval, le seul stade de l'île, qui n'est pas recouvert de gazon, mais de terre battue et de poudre de phosphate. Lors des finales du championnat, jusqu'à 3000 personnes se rassemblent dans les tribunes. Une foule immense pour un si petit pays. L'équipe nationale, les Chiefs, participe à la Coupe internationale depuis 2002. En 2008 et 2017, ils ont terminé 5e, une grande fierté. En 2024, l'équipe féminine, les Aoreni, a vu le jour, remportant la Coupe du Pacifique pour ses débuts. Tout cela entretient la passion pour ce sport et fédère les gens, en particulier les jeunes, encouragés à la compétition dès leur plus jeune âge. L'haltérophilie a également son importance. Nauru a produit des champions comme Marcus Stephen, qui a remporté 7 médailles d'or aux Jeux du Commonwealth et est devenu plus tard président du pays. Ou comme Ite Detenamo, qui a représenté Nauru à 3 Jeux olympiques. Ces exploits ont incité de nombreuses personnes à commencer la musculation dès leur plus jeune âge. À Nauru, le sport n'est pas seulement une question de compétition, c'est aussi une réponse directe à la sédentarité et à l'obésité. La quasi-totalité de la population est en surpoids. C'est pourquoi des matchs, des séances d'entraînement en plein air et des tournois pour les jeunes sont organisés. L'objectif est de faire bouger les gens et d'améliorer leur santé. Outre le football australien et la musculation, d'autres sports sont également pratiqués. Le football traditionnel, le volleyball, le rugby à 7, l'athlétisme et le tennis sont en plein essor. Nombre de ces activités bénéficient du soutien du comité olympique local et de certaines ONG. Des jeux anciens sont également remis au goût du jour, comme l'aviron, le lancer de noix de coco et la natation dans les zones côtières. Ce sont des sports simples, mais ils contribuent à perpétuer la culture et à renouer avec le passé. Sur cette petite île, le sport est devenu essentiel pour rassembler les gens, les maintenir actifs et leur offrir de nouveaux objectifs. Entre chants, feux et drapeaux. Les festivités sont rares à Nauru, mais celles qui ont lieu sont célébrées par des groupes. La plus importante est le jour de l'indépendance, qui tombe le 31 janvier. Ce jour-là, l'île entière est paralysée. Les bureaux ferment, les familles se rassemblent et des activités de plein air sont organisées. Le matin, des défilés scolaires et des événements civiques ont lieu. Le drapeau est tissé sur la place principale et des hymnes sont chantés. Les autorités et les voisins y assistent. Certains enfants participent à des danses ou des spectacles traditionnels. Viennent ensuite les compétitions sportives. Tournois de football, courses ou jeux locaux sont organisés. Des prix simples sont offerts et un large public est présent. L'entrée est gratuite. Tout le monde peut regarder ou participer. La nourriture est au cœur des festivités. Les familles préparent des plats spéciaux, poissons grillés, riz au lait, fruits et gâteaux. Des tables sont dressées sous les arbres et tout est partagé. Chaque groupe apporte son repas, mais d'autres sont invités.
Le soir, des spectacles sont présentés sur la scène principale. Des chanteurs, des groupes de danse ou des chorales se produisent. Des feux d'artifice sont parfois organisés, mais pas toujours. Les célébrations peuvent durer jusqu'à l'aube. Une autre date importante est le jour de la Constitution, en mai. Il est célébré de manière similaire, mais avec une place plus importante au discours. Les écoles organisent des concours de poésie, des débats et des lectures sur l'histoire du pays. Noël et Pâques sont également célébrés. Ce sont des fêtes religieuses célébrées par des offices religieux. À Noël, des messes du soir et des spectacles de chant sont organisés. Les familles décorent leurs maisons de lumière et préparent des dîners spéciaux. Au Nouvel An, certains groupes organisent des rassemblements plus informels. Des feux de joie sont allumés, de la musique est jouée et les repas sont pris sur la plage ou dans les cours. Il n'y a pas de spectacle officiel ni de grands spectacles. Dans certaines écoles ou communautés, des journées culturelles sont organisées. Les élèves présentent des danses, des costumes ou des plats traditionnels. Les parents sont invités et une journée complète d'activités est organisée. Les célébrations ne sont pas de grande envergure, mais elles ont une valeur collective. La plupart des célébrations ne sont pas axées sur la consommation ou le luxe, mais sur le rassemblement. On y cuisine, on y chante, on y joue et on y vit en groupe. C'est ce qui est le plus commun, le sens du partage. Là où le numérique peine à arriver. À Nauru, la technologie est arrivée tardivement et progresse lentement. Il n'y a ni usine ni magasin spécialisé. Presque tout le numérique vient de l'étranger. Pendant des années, l'Internet était insatisfaisant et aujourd'hui encore, la connexion est lente, coûteuse et peu fiable. La plupart des gens utilisent des téléphones portables basiques. Rares sont les foyers équipés d'ordinateurs. Les jeunes se connectent aux réseaux sociaux ou regardent des vidéos, mais seulement lorsqu'il y a du réseau. Les données mobiles sont chères et la couverture est souvent interrompue. L'île entière dépend du signal satellite. Il n'y a pas de câble sous-marin. Lorsqu'il pleut, la connexion est coupée. Dans de nombreuses régions, il faut sortir pour envoyer un message ou visionner une image. Peu de personnes disposent d'Internet fixe à domicile. Elles paient des forfaits de données à faible débit. Certaines familles partagent le réseau avec leurs voisins. Les administrations et certaines écoles ont Internet, mais il est limité et ne fonctionne pas toujours. Pourtant, le monde numérique a changé la donne. Les jeunes voient la vie à l'extérieur sur les réseaux sociaux. Beaucoup imitent les tendances ou les expressions qu'ils voient en ligne. Les adultes, quant à eux, perpétuent les coutumes locales. Il y a peu d'ordinateurs dans les écoles et beaucoup ne fonctionnent pas. La plupart des cours se font avec des livres imprimés ou des tableaux noirs. Certaines ONG ont fait don de matériel, mais l'entretien laisse à désirer. La télévision reste le programme le plus regardé. Il y a quelques chaînes étrangères. Les films sont diffusés sur des clés USB ou des disques. Le streaming est rarement utilisé en raison de la faiblesse du signal. Les téléphones portables sont achetés dans de petits magasins ou importés d'autres pays. S'ils tombent en panne, ils sont difficiles à réparer. Il n'y a ni techniciens ni pièces détachées. Le gouvernement a annoncé des plans pour améliorer le réseau et ouvrir des centres Internet publics. Mais les progrès sont limités. Le manque d'argent et l'isolement compliquent tout. Au quotidien, la technologie est présente, mais elle n'est pas utilisée en permanence. On envoie un SMS, on consulte les réseaux sociaux ou on télécharge une vidéo. Il n'existe pas de plateforme numérique pour étudier, travailler ou remplir des documents. Nauru vit avec un minimum de technologie. La connexion existe, mais elle est fragile. On l'utilise quand c'est possible, rien de plus. Cuisiner à Nauru. Repas simples, pêche quotidienne et réunions de famille. À Nauru, il n'y a pas de grands marchés ni de menus quotidiens très variés, mais il existe des façons uniques de préparer et de partager les repas. La cuisine du jour combine des produits importés de l'étranger avec des ingrédients locaux encore disponibles sur l'île. La façon de manger est également influencée par les coutumes familiales, la pêche côtière et les fêtes. Dans les magasins, on trouve des aliments pré-transformés, comme de la viande en conserve,
des sardines, du riz asiatique, du pain en sachet, des nouilles instantanées et des boissons. De nombreux foyers possèdent également des cocotiers, des papayers ou des manguiers, utilisés pour accompagner les repas ou préparer des jus. Certaines familles élèvent des poulets ou des cochons dans de petits jardins uniquement pour leur propre consommation. La pêche reste une activité essentielle. Dans les eaux peu profondes et les zones où la mer se retire avec la marée, on peut pêcher des petits poissons, des crabes, des escargots et autres crustacés. Parfois, ils sont fraîchement cuisinés, parfois séchés au soleil ou conservés au sel. Dans de nombreux foyers, ils sont préparés avec du riz ou des nouilles et constituent le repas quotidien. Les plats les plus courants sont simples, mais largement utilisés. Le riz est mélangé à du thon en conserve, les nouilles à la saucisse, le poulet enrobé de farine et les soupes préparées avec des assaisonnements simples. Lors des fêtes de famille ou des événements communautaires, des plats plus spéciaux sont préparés. Poissons grillés à la sauce coco, riz au lait, gâteaux aux fruits ou empanada maison. Lors des fêtes comme le jour de l'indépendance ou le jour de la Constitution, les familles cuisinent ensemble. Les tables sont dressées à l'ombre, le poisson ou la viande grillée sont préparés et les plats sont servis sur des plateaux pour tous. Il est courant de partager ce qui a été préparé entre plusieurs groupes. Ce sont des moments où la nourriture devient un point de rencontre. À l'école, les enfants apportent souvent des paniers repas. Certains apportent du riz, du pain, des fruits ou des jus. Dans certains centres, des collations simples sont proposées, qui varient en fonction du soutien reçu. Les familles préparent également des collations maison, comme des biscuits, des sandwichs ou des bananes plantains bouillies. La cuisine traditionnelle, dont les racines sont le taro et l'igname, est rare, mais certaines personnes âgées se souviennent encore de la façon dont ces plats étaient préparés autrefois. Certains les préparent pour des occasions spéciales, en utilisant ce qu'ils ont à la maison et des techniques héritées. Cela fait partie du savoir-faire transmis de génération en génération. La cuisine nauruane allie clairement tradition et tradition. Les méthodes de cuisson s'adaptent au quotidien, avec des solutions simples et des recettes qui se répètent dans presque tous les foyers. L'important n'est pas la sophistication du plat, mais le fait de manger ensemble, de partager et de maintenir une routine qui s'est adaptée au fil du temps. À la maison, on cuisine avec ce qu'on a sous la main. On mange en groupe et on suit une coutume qui allie l'ancien et le nouveau. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, mais comment on le partage, avec qui on le partage et quelle place il occupe dans la vie quotidienne sur l'île. À l'affiche à Nauru aujourd'hui, paysages, animaux et curiosités. Bien qu'une grande partie de Nauru ait été détruite par l'exploitation minière, il existe encore des recoins où la vie prospère. La ceinture côtière, cette étroite bande entre la route principale et la mer, concentre la quasi-totalité de la végétation restante. On y trouve des cocotiers, des hibiscus, quelques fusains et des arbustes robustes qui survivent dans les sols pauvres et salins. La lagune de Buada, au sud-ouest, est l'une des rares zones intérieures où la végétation est constamment présente. Ces environs sont entourés de palmiers, de bananiers et de végétation tropicale basse. Une sorte de microclimat s'y est formé, où la verdure est plus visible. C'est également l'un des rares endroits où l'on observe fréquemment des oiseaux. Nauru compte peu d'espèces indigènes. Seules une soixantaine de plantes trachéophytes ont été recensées, et aucune n'est endémique. La déforestation intense, associée à l'introduction d'espèces envahissantes, a modifié l'équilibre écologique de l'île. Les rats, chiens, chats, cochons et poules polynésiens ont été introduits par l'homme. Aujourd'hui, ils font partie intégrante du paysage domestique. Côté faune, l'espèce la plus remarquable est la rousserolle effarvate de Nauru, un petit oiseau discret qui ne vit que sur cette île. Elle est menacée d'extinction. Son habitat a été réduit par l'exploitation minière et l'urbanisation, et les espèces invasives compromettent également sa survie. C'est le seul animal endémique de Nauru. Dans la zone intertidale, la partie du récif exposée à marée basse, se trouve une vie marine diversifiée. On peut y observer des oursins, des petits mollusques
des crustacés et des crabes. Cette bande peut être explorée à pied lorsque l'eau se retire. Plus loin, dans les eaux peu profondes, quelques coraux survivent encore. Cependant, l'écosystème marin est endommagé. L'exploitation minière à grande échelle et le développement urbain ont affecté la ceinture corallienne qui entoure l'île. La sédimentation et la pollution ont réduit la couverture corallienne de plus de 40%. Malgré cela, quelques récifs coralliens subsistent dans des zones moins perturbées. Le contraste entre le centre de l'île et sa périphérie est saisissant. Alors que l'intérieur des terres ressemble à un paysage lunaire de pinacles rocheux, dépourvus de végétation et de vie visible, le littoral offre un certain équilibre. On y trouve des maisons, des routes, des écoles et le peu de végétation qui subsiste. On y trouve également des arbres fruitiers plantés par les habitants eux-mêmes. Cerisiers, manguiers, papayers et amandiers poussent dans les jardins familiaux, quoique à petite échelle. Il n'y a pas de plantations organisées. Toute croissance est limitée par le manque d'espace et la rareté de l'eau douce. Le paysage comprend également d'étranges structures abandonnées. Vestiges d'engins miniers, d'anciennes voies ferrées désaffectées et des plateformes. Voilà à quoi ressemble la vie sur une île sans taxi, sans champs et sans issue. Nauru est si petite qu'il n'y a ni taxi, ni train, ni bus. La route principale fait le tour de l'île, mais la plupart des gens se déplacent à pied ou à moto. Certains ont une voiture, mais n'ont pas à parcourir de longues distances. Tout est à proximité. Les maisons sont serrées les unes contre les autres, surtout le long du littoral. Beaucoup sont simples, de plein pied, avec des toits en tôle et des murs en parpaing. Certaines maisons ont un jardin, d'autres une cour nue. Il n'y a pas de gratte-ciel. Chaque famille se débrouille comme elle peut. Il n'y a pas de grands supermarchés ni de centres commerciaux. On trouve des petits commerces de quartier, souvent familiaux, qui vendent les produits de première nécessité. Riz, nouilles, conserves et boissons gazeuses. La plupart des aliments arrivent par bateau d'Australie ou d'autres pays. Aucune culture n'est pratiquée à grande échelle. Il n'y a pratiquement aucune culture locale. Le climat rend l'agriculture difficile. Il pleut beaucoup certains mois et pas une goutte d'autre. La chaleur constante et la pauvreté des sols rendent difficile la culture des aliments. L'exploitation minière a rendu la majeure partie de l'intérieur du pays inutilisable, et l'espace disponible est très limité. Certaines maisons possèdent des cerisiers, des manguiers, des papayers ou des amandiers, mais uniquement pour leur consommation personnelle. Personne n'en produit en grande quantité. La viande est également importée de l'extérieur. Il y a des poulets et des cochons, mais dans de petits enclos. L'eau potable est un problème quotidien. Il n'y a ni rivière ni lacs exploitables. Chaque maison est équipée de réservoirs pour récupérer l'eau de pluie du toit. Lorsqu'il ne pleut pas, ils dépendent de l'usine de dessalement. En cas de panne, tout se complique. Des bouteilles d'eau importées sont également vendues, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'en procurer. La plus grande école se trouve près du centre du pays. Les enfants s'y rendent à pied ou à vélo. Les écoles sont rares et l'éducation est très centralisée. Beaucoup d'enfants rêvent d'étudier à l'étranger. L'Australie est la destination la plus populaire. Il n'y a pas d'université. Pour poursuivre ses études, il faut quitter le pays. Il en va de même pour les soins de santé. Il y a un petit hôpital qui dispense des soins de base. Pour les cas graves, il faut prendre l'avion. Le gouvernement prend en charge ces frais, mais ce n'est pas toujours rapide. L'électricité fonctionne bien la plupart du temps. La plupart des foyers sont équipés d'un réfrigérateur, d'une télévision et d'un ventilateur. Certains sont climatisés. L'accès à Internet est également disponible, mais il n'est ni rapide ni bon marché. De nombreuses familles ne l'utilisent que pour l'essentiel. Les rencontres sociales ont lieu à la maison ou au bord de la mer. Les plages sont le point de rencontre. Mariages, fêtes, jeux et rassemblements religieux y sont organisés. On y trouve également des églises de différentes confessions, et la religion occupe une place importante dans la vie. Le travail est rare. La plupart des emplois se trouvent dans le gouvernement, les écoles, les hôpitaux ou les services. Certains travaillent sur des projets d'infrastructure ou dans des activités de soutien aux sociétés minières.
Le chômage est structurel, mais de nombreuses familles subviennent à leurs besoins grâce au transfert de fonds ou à des emplois informels. Sur l'île, les gens vivent avec peu. Il n'y a pas de luxe. Vêtements, meubles, appareils électroménagers. Tout vient de l'étranger. La dépendance à l'extérieur est totale. La vie quotidienne tourne autour de la survie, de la famille et de la communauté. Les enfants jouent dans la rue, sur la plage ou dans le jardin. Il n'y a pas de grands parcs ni de centres de loisirs. Les activités récréatives sont simples mais constantes. On y joue au football, au volleyball ou à la pêche. On y pratique également des sports traditionnels. La nourriture est basique. Beaucoup de riz, de poissons, de nouilles et de poulet. On y trouve également des conserves. L'accès aux fruits et légumes frais est limité. Tout dépend des arrivages. En cas de retard, les prix augmentent. Les fêtes locales sont des moments clés. Le jour de la Constitution ou le jour de l'indépendance sont célébrés avec de la musique, de la nourriture, des danses et des rassemblements communautaires. Tout le monde participe. Ce sont quelques-uns des rares jours où la routine est rompue. Il n'y a pas de solution facile pour partir. L'aéroport est peu fréquenté. La plupart du temps, les gens ne quittent pas l'île. Partir coûte cher et tout le monde n'a pas les moyens de se le permettre. Le sentiment d'isolement est présent. L'île est petite et le monde est lointain. Le pays avec le taux d'obésité le plus élevé au monde. Nauru affiche l'une des statistiques les plus inquiétantes de la planète. Le pourcentage de personnes obèses y est le plus élevé. La quasi-totalité de la population adulte a un poids supérieur à la normale. Ce chiffre est en constante augmentation depuis les années 1980. Les causes sont liées à l'effondrement économique consécutif, à l'épuisement des réserves de phosphate. Avec la baisse des revenus, Nauru est devenue dépendante des aliments importés, ultra-transformés et bon marché. Le régime alimentaire traditionnel a disparu. Aujourd'hui, la population consomme principalement du riz blanc, des boissons gazeuses, des surgelés et des conserves. Le changement a été brutal. Les aliments locaux, comme la noix de coco et le poisson frais, ont été abandonnés, au profit d'une alimentation riche en graisse, en sucre et en farine raffinée. Ce n'était pas seulement une question de goût, c'était la seule nourriture qui arrivait régulièrement sur l'île et à des prix abordables. Le manque d'espace vert, l'exploitation minière qui a dévasté l'intérieur de l'île et la chaleur constante jouent également un rôle. Les déplacements sont limités. Il n'y a ni transports urbains ni installations sportives. Marcher au soleil, dans un environnement sans ombre, est hors de portée de la plupart des gens. L'obésité a entraîné des maladies associées telles que le diabète de type 2, l'hypertension et les problèmes cardiovasculaires. Les hôpitaux sont débordés et le système de santé de l'île est mal équipé pour prendre en charge une population souffrant de tant de maladies chroniques. Les campagnes de sensibilisation n'ont pas pleinement porté leurs fruits. Le problème est bien connu, mais les possibilités réelles de changer d'alimentation ou de mode de vie sont très limitées. La dépendance à la nourriture étrangère complique toute tentative d'amélioration. Il existe également une composante culturelle. Le surpoids n'est pas perçu avec la même stigmatisation que dans d'autres régions du monde. À Nauru, pendant des décennies, le surpoids a été associé au statut social et au bien-être. Bien que cela évolue, cette perception demeure présente dans de nombreuses familles. Les enfants sont également touchés. L'obésité infantile est en hausse. La combinaison d'une mauvaise alimentation et de possibilités limitées d'activité physique engendre des problèmes de santé dès le plus jeune âge. Le gouvernement a tenté de collaborer avec des organisations internationales pour améliorer la situation. Des taxes sur les boissons sucrées, des restrictions sur certains produits et des améliorations de l'éducation alimentaire ont été proposées. Mais les mesures progressent lentement et leurs résultats restent limités. Nauru illustre parfaitement comment un pays peut perdre le contrôle de son destin lorsqu'il épuise ses ressources sans plan à long terme. Après des décennies d'exploitation sans entrave du phosphate, l'État s'est retrouvé sans source de richesse interne. Depuis, son économie est soutenue par des accords internationaux, l'aide étrangère et des contributions ponctuelles qui dépendent davantage de la géopolitique que de sa propre stratégie.
L'autonomie économique a disparu, et avec elle, une grande partie de la capacité de décision indépendante. Le gouvernement gère un pays où presque tout vient de l'extérieur. Nourriture, énergie, carburant, médicaments et même revenus. Sans industrie, sans agriculture viable et avec une population peu nombreuse, les possibilités de diversification sont limitées. Les institutions fonctionnent, mais avec des ressources très limitées. L'emploi public est la principale source d'emploi et de nombreux services essentiels, comme la santé et l'éducation, dépendent d'accords bilatéraux ou de fonds de coopération. La vie politique à Nauru est également marquée par cette fragilité. La pression extérieure influence de nombreuses décisions, et les changements de gouvernement dépendent souvent de la manière de maintenir ce soutien. Les relations avec des pays alliés comme l'Australie ont parfois généré des tensions internes, notamment lorsque des intérêts stratégiques extérieurs entrent en conflit avec les besoins de la population locale. La diplomatie est devenue un outil de survie plutôt qu'une option souveraine. Nauru continue d'exister grâce à un équilibre précaire entre aide extérieure, survie des communautés et résilience culturelle. La structure étatique est maintenue, mais elle ne parvient pas à générer des solutions durables. Ce qui était autrefois une puissance économique du Pacifique peine aujourd'hui à préserver ses besoins fondamentaux. Son histoire récente illustre non seulement une crise environnementale ou économique, mais aussi la façon dont une nation peut se retrouver piégée dans un modèle sans issue, sans droit à l'erreur et avec très peu d'outils pour changer de cap.